T'es-tu déjà senti enchaîné, non pas par des chaînes de fer, mais par des chaînes invisibles, tissées avec les fils de l'amour, du devoir et de la culpabilité? Des chaînes si douces au premier abord qu'on ne se rend compte de leur poids que lorsqu'elles nous ont complètement immobilisés. Bonjour à toi, qui viens chercher dans nos histoires la sagesse qui guérit les blessures de l'âme. Le récit que je vais te confier aujourd'hui est celui d'un silence, d'un sacrifice, et d'une porte entrouverte sur une vérité qui a tout changé. Avant de commencer ce voyage au cœur d'une vie, si tu crois que la vérité, même la plus douloureuse, est un chemin vers la liberté, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos leçons, et à laisser un pouce bleu. Chaque soutien est une main tendue dans l'obscurité. Merci. Moi, c'est Elena. Et pendant 10 longues années, ma vie a été définie par ces chaînes. La scène se répétait, immuable, presque chaque jour. Elena, on va prendre un verre après le travail? Un petit tour dans les magasins pour se changer les idées, me demandait Chantal, ma collègue et unique amie, alors que la sirène de l'usine de meubles retentissait, libérant des centaines d'ouvriers fatigués. Et chaque jour, ma réponse était la même, un sourire triste aux lèvres. J'adorerais, Chantal, tu le sais bien. Mais je ne peux pas. Maman m'attend. Ma mère. Isabelle. Mon univers. Mon fardeau. Ma raison de vivre. 10 ans plus tôt, ma vie était une page blanche pleine de promesses. J'étais la meilleure de ma promotion aux Beaux-Arts. J'avais obtenu une bourse pour étudier le design à Milan. Milan. Le berceau de la créativité, le lieu de tous mes rêves. Mes cartons étaient presque prêts. J'avais un petit ami, Lucas, un photographe au regard aussi doux que son objectif, et nous parlions d'avenir, de voyage, d'un atelier que nous ouvririons ensemble. Et puis, la maladie de ma mère a frappé. Une maladie neurologique rare, avaient dit les médecins. Dégénérative. Imprévisible. Elle a perdu l'usage de ses jambes en quelques mois. Elle était devenue dépendante. Totalement. Mon père était décédé des années auparavant. J'étais sa seule famille. Le choix n'en était pas un. On n'abandonne pas sa mère. On ne met pas ses rêves avant le devoir. J'ai déchiré ma lettre d'acceptation pour Milan. J'ai dit adieu à Lucas, qui ne comprenait pas que je renonce à tout. Et j'ai trouvé un travail. Un vrai travail. Stable. Pas dans une galerie d'art, mais à l'usine de meubles, au service contrôle qualité. Un travail physique, répétitif, qui payait les factures, les médicaments, les visites du kinésithérapeute. Ma vie est devenue un tunnel. Le matin, je levais ma mère, je faisais sa toilette, je lui préparais son petit déjeuner. Je courais à l'usine. À la pause déjeuner, je ne mangeais pas. Je courais à la maison pour lui préparer son repas et m'assurer qu'elle avait pris ses médicaments. Le soir, après 8 heures passées à inspecter des pieds de table et des portes d'armoire, je rentrais, épuisée, pour commencer ma deuxième journée. Le dîner, les soins, la lecture pour l'aider à s'endormir. Elle était ma croix et ma couronne. Elle était d'une douceur infinie. Elle me remerciait avec des larmes dans les yeux. Que ferais-je sans toi, ma chérie? Tu es mon ange gardien. Ces mots étaient mon seul salaire, ma seule consolation. Je me disais que l'amour, le vrai, c'était ça. Le sacrifice total. J'avais 28 ans, mais je me sentais vieille comme le monde. Je ne voyais pas que son amour était une cage dorée, et que j'étais l'oiseau qui avait oublié comment chanter. L'histoire, ma véritable histoire, a commencé un mardi. Un mardi gris et pluvieux qui ressemblait à tous les autres. À l'usine, une machine importante est tombée en panne. La direction nous a libérés plus tôt, à 15 heures. Pour la première fois depuis des années, j'avais quelques heures de liberté inattendue. Chantal m'a proposé d'aller au cinéma. J'ai refusé. Mon premier réflexe, comme toujours, a été de penser à ma mère. Je vais lui faire une surprise, me suis-je dit. Je vais passer chez le pâtissier lui acheter son gâteau préféré, le merveilleux, au chocolat, ça lui fera plaisir. J'ai acheté le gâteau. J'ai pris le bus, le cœur un peu plus léger que d'habitude. J'imaginais son sourire en voyant la surprise. J'ai monté les 3 étages de notre petit immeuble sans ascenseur. J'ai sorti mes clés. Et puis, j'ai eu une idée. Pour que la surprise soit totale, j'allais entrer en silence, poser le gâteau sur la table de la cuisine et l'appeler. J'ai tourné la clé dans la serrure avec une infinie précaution. La porte s'est ouverte sans un grincement.
J'ai retiré mes chaussures dans l'entrée pour ne faire aucun bruit. L'appartement était silencieux. Trop silencieux. Normalement, à cette heure-ci, j'entendais le son de la télévision qu'elle laissait allumer pour lui tenir compagnie. Je me suis dirigée vers le salon sur la pointe des pieds. Et c'est là que je l'ai entendue. Elle n'était pas dans sa chambre. Elle était dans le salon. Et elle parlait. Au téléphone. Sa voix n'était pas la voix faible et fatiguée que je connaissais. Elle était enjouée, pleine d'énergie, presque espiègle. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Avec qui pouvait-elle bien parler avec une telle animation? Une vieille amie? J'ai fait un pas de plus, me cachant dans l'ombre du couloir, juste à côté de l'embrasure de la porte du salon. La boîte à gâteaux que je tenais me semblait soudain peser une tonne. Et c'est là que j'ai entendu les mots. Les mots qui ont fait s'effondrer le sol sous mes pieds. Non, ne t'inquiète pas, ma chérie, disait ma mère en riant. Elena ne rentre jamais avant 19h. J'ai encore des heures de liberté devant moi. Tu imagines? Si elle savait, elle a ri de nouveau. Un rire que je ne lui avais jamais entendu. Un rire de conspiratrice. Oh, oui, la grande scène du matin était parfaite. J'ai failli éclater de rire quand j'ai fait semblant de ne pas pouvoir atteindre le verre d'eau sur la table de chevet. Elle y a cru, comme toujours. Elle est tellement prévisible, ma pauvre Elena. Tellement dévouée. Elle n'imagine pas une seconde. Un silence. Elle écoutait son interlocutrice. Puis elle a repris. L'argent? Oui, il est arrivé ce matin. Le virement de l'assurance. Les 150 000 euros. Exactement comme le médecin l'avait prévu. Oui, le docteur Martin est un ange. Pour quelques milliers d'euros, il a fait un diagnostic en béton armé. Maladie dégénérative incurable. C'est magnifique, non? Personne ne peut contester ça. Je ne respirais plus. Mes poumons étaient paralysés. L'assurance? Quel médecin? De quoi parlait-elle? Le plan se déroule à merveille, a-t-elle continué, sa voix vibrante d'excitation. Encore quelques mois de comédie, le temps de recevoir le prochain versement de l'assurance complémentaire. Et après, à nous la belle vie. On achète cette petite villa en Espagne, au bord de la mer, comme on en a toujours rêvé. Toi, moi, et le soleil. Loin de cette grisaille. Loin d'elle. Elle se débrouillera. Après tout, elle a un travail, elle n'a besoin de rien. Elle a toujours été si simple. Elle a marqué une pause, et puis elle a prononcé la phrase qui a brisé la dernière fibre de mon être. Oui, ma chérie. Moi aussi je t'aime. J'ai hâte que tu sois là. À ce soir, ma douce. J'ai entendu le bruit du téléphone qu'on raccroche. Puis, un autre son. Un son qui a défié toutes les lois de mon univers. Le bruit d'un fauteuil qui grince, non pas un fauteuil roulant, mais un fauteuil de salon. Puis, le bruit de pas. Des pas. Légers, assurés. Ma mère. Marchait. La boîte à gâteaux a glissé de mes mains. Elle s'est écrasée sur le sol dans un bruit sourd et pâteux. Le silence. Puis la voix de ma mère, redevenue instantanément faible, plaintive. Elena, c'est toi, ma chérie? Tu es rentrée tôt. J'ai fait un pas dans l'encadrement de la porte. La scène qui s'est offerte à moi était surréaliste. Ma mère était debout. Debout, au milieu du salon, en peignoir, le téléphone à la main. Son fauteuil roulant était plié dans un coin de la pièce. En me voyant, son visage s'est décomposé. La panique, la peur, la culpabilité. Un tourbillon d'émotions a traversé ses yeux. Elle a tenté le tout pour le tout. Elle a gémi, s'est agrippée au dossier d'un fauteuil. Oh, mon Dieu, un miracle. Elena, regarde, mes jambes. Je crois que je peux. Mais il était trop tard. Je n'étais plus sa fille dévouée. J'étais le témoin de sa monstrueuse trahison. Je l'ai regardée. Je l'ai vraiment regardée pour la première fois depuis 10 ans. Pas la malade fragile. Mais la femme qui se tenait devant moi. L'actrice. La manipulatrice. La voleuse. Elle ne m'avait pas seulement volé ma jeunesse, mes rêves, mon argent. Elle m'avait volé la chose la plus précieuse au monde, la pureté de mon amour pour elle. Elle l'avait souillée, piétinée, transformée en une farce grotesque. Je n'ai pas crié.
Je n'ai pas pleuré. J'étais au-delà de ça. J'ai ressenti un calme effrayant, une lucidité glaciale. Qui était au téléphone? Ai-je demandé, et ma propre voix m'a semblé être celle d'une étrangère. Elle a blêmi. Personne, une amie, ne me ment plus, maman, ai-je dit, et le mot « maman » avait un goût de cendre dans ma bouche. J'ai tout entendu. L'assurance. L'Espagne. Le médecin corrompu. Et là, chérie, à qui tu parlais? Puis, une autre vérité, encore plus sombre, m'a frappée. Toi, moi, et le soleil, il n'y avait pas de place pour un homme dans ce projet. L'interlocutrice, c'était une femme. Ma mère, menait une double vie depuis des années? J'ai regardé autour de moi, dans le salon. Et j'ai vu les petits détails que ma dévotion aveugle m'avait empêché de voir. Les 2 tasses à café, parfois, le matin, dans l'évier. Les magazines féminins qu'elle ne lisait jamais. Un parfum subtil, qui n'était pas le sien, qui flottait parfois dans l'air quand je rentrais. Je fais une pause ici, au cœur du mensonge. Imagine. La personne pour qui tu as tout sacrifié t'a menti sur tout. Sa maladie, sa faiblesse, sa vie entière. Quelle est la première question qui te vient à l'esprit? La haine? Le désir de comprendre? Ou la terrible sensation d'avoir été la plus grande des idiotes? Dis-moi dans les commentaires ce que tu aurais ressenti. Car la chute d'Elena ne faisait que commencer. Reprenons. Ce soir-là, nous n'avons pas dîné. Je me suis enfermée dans ma chambre. J'ai entendu ma mère essayer de m'appeler, frapper doucement à ma porte, sa voix redevenue celle d'une pauvre malade. Je n'ai pas répondu. J'étais allongée sur mon lit, les yeux grands ouverts dans le noir, et je reconstruisais le puzzle de ma vie. 10 ans. 10 ans de ma vie, volés. Perdus. Anéantis. Le lendemain matin, je me suis levée avant elle. J'ai préparé mon café. Quand elle est arrivée dans le salon, en fauteuil roulant cette fois, avec un air de martyr, je ne l'ai pas aidée. Je l'ai regardée avec une froideur qui l'a fait frissonner. Je veux des réponses, Isabelle, ai-je dit, en utilisant son prénom pour la première fois de ma vie. Et je les veux maintenant. Face à ma détermination, elle a fini par craquer. L'histoire qu'elle m'a racontée était encore plus sordide que ce que j'avais imaginé. Elle n'avait jamais vraiment aimé mon père. Elle l'avait épousé pour la sécurité. Son grand amour, c'était une femme, Brigitte, une amie d'enfance qu'elle n'avait jamais cessé de voir, en secret. Après la mort de mon père, elles avaient élaboré ce plan. Une maladie incurable, le diagnostic d'un médecin complaisant, pour toucher les assurances vie que mon père avait souscrites pour nous protéger. Le plan était de m'utiliser, moi, leur infirmière dévouée et gratuite, pour rendre la supercherie crédible, le temps de toucher tout l'argent. Et ensuite, de disparaître, pour vivre leur amour au soleil, en me laissant derrière, comme un outil usé que l'on jette. Elle me racontait ça en pleurant, en me suppliant de lui pardonner. C'était pour être heureuse, Elena. Tu ne peux pas comprendre. Heureuse? Ai-je répété, et ma voix était un murmure de glace. Tu as construit ton bonheur sur la destruction de ma propre vie. Tu m'as regardé me tuer à la tâche pendant 10 ans, tu as regardé mes rêves mourir un par un, et tu n'as jamais ressenti la moindre once de remords. Tu n'es pas ma mère. Tu es un monstre. Ce jour-là, j'ai fait ma valise. J'ai pris mes affaires. Pas grand-chose. Quelques vêtements, mes vieux carnets de croquis. En partant, je me suis retournée sur le seuil. Elle me regardait, terrifiée. Tu sais ce qui est le plus drôle, Isabelle? C'est que tu vas obtenir ce que tu voulais. Tu vas être seule. Vraiment seule. Tu vas devoir apprendre à te lever, à te faire à manger, à vivre. Sans moi. Sans ton ange gardien. Bonne chance avec tes assurances. Tu vas en avoir besoin. Et je suis partie. J'ai fermé la porte derrière moi. Et j'ai eu l'impression de respirer pour la première fois depuis 10 ans. Je n'ai pas cherché à me venger. Je n'ai pas porté plainte contre elle ou contre le médecin. La justice des hommes était trop lente, trop compliquée. J'ai choisi une autre vengeance. La plus belle, la plus implacable de toutes. J'ai choisi de vivre. Je suis allée m'installer chez Chantal, mon amie, qui m'a accueillie à bras ouverts. Pour la première fois, j'ai parlé.
J'ai tout vidé. Avec le peu d'argent que j'avais, j'ai fait la chose que j'aurais dû faire il y a 10 ans. J'ai acheté un billet. Pas pour Milan. Pour Florence. La ville de la Renaissance. Ma propre Renaissance. J'ai trouvé un petit studio. J'ai trouvé un travail de serveuse dans un café. Et j'ai recommencé à dessiner. Je dessinais la nuit, le jour, dans les musées, sur les places. La créativité que j'avais enfermée en moi pendant 10 ans a explosé comme un volcan. Mes carnets se sont remplis. Un jour, alors que je dessinais sur la Piazza della Signoria, un homme âgé, très élégant, s'est arrêté derrière moi. Il a regardé mon dessin pendant un long moment. « Vous avez un talent rare, mademoiselle », a-t-il dit avec un accent italien. Cet homme était le propriétaire d'une des plus prestigieuses galeries de design de Florence. Mon histoire, à partir de là, est celle d'un conte de fées. Mais un conte de fées que j'ai écrit moi-même. Il a exposé mes dessins. Ils ont eu un succès fou. J'ai commencé à avoir des commandes. D'abord pour des meubles, puis pour des intérieurs complets. J'ai monté mon propre petit studio. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je suis à la tête d'une agence de design florissante, avec des clients dans toute l'Europe. J'ai trouvé l'amour, un vrai, un homme qui admire ma force et qui soutient mes rêves. J'ai une vie. Ma vie. Et ma mère? Et Brigitte? J'ai appris par une cousine éloignée qu'elles avaient réussi à partir en Espagne. Mais leur rêve a tourné au cauchemar. Sans moi pour tout gérer, elles se sont fait escroquer en achetant leur villa. L'argent des assurances a fondu. La maladie, la vraie, a fini par rattraper ma mère. Elle est seule, vraiment seule cette fois, dans une petite maison de retraite quelque part sur la Costa del Sol. Brigitte l'a quittée. Elle essaie parfois de m'appeler. Je ne réponds pas. Non par haine. Par protection. Ma nouvelle vie est un jardin fragile que j'ai mis des années à cultiver. Et je n'y laisserai plus jamais entrer les mauvaises herbes. Parfois, je pense à ces 10 années perdues. Et je me dis qu'elles n'ont pas été perdues. Elles ont été une leçon. La plus dure, mais la plus essentielle de toutes. Elles m'ont appris que les chaînes les plus solides sont celles que nous nous mettons nous-mêmes au nom de l'amour. Et que la vraie liberté, c'est le jour où l'on trouve le courage de prendre la clé et d'ouvrir la porte. Même si, de l'autre côté, il y a le vide. Car c'est dans le vide que l'on apprend à voler. Et toi? As-tu déjà aimé au point de t'oublier? As-tu déjà cru à un mensonge parce qu'il venait d'un être cher? As-tu déjà eu peur de découvrir la vérité, parce qu'elle pourrait tout détruire? Cette histoire est vraie. Et elle n'est pas unique. Regarde la vidéo maintenant. Tu ne verras plus jamais l'amour, la famille, ni la vérité de la même façon. Et abonne-toi à Histoire, là où les blessures deviennent lumière. Mon histoire est celle d'une trahison inimaginable. Mais c'est avant tout l'histoire d'une libération. Elle nous rappelle que le sacrifice a des limites, et que notre premier devoir est envers nous-mêmes, envers nos propres rêves. On ne peut pas être la lumière de quelqu'un d'autre si l'on a éteint la sienne. Si ce récit de résilience t'a touché, si tu crois qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer et pour poursuivre ses rêves, alors rejoins la grande famille des histoires de vie. Abonne-toi pour que la sagesse de nos expériences partagées continue de nous inspirer. Active la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle aube. Et laisse un like si tu penses que la plus belle des revanches est de construire son propre bonheur. Merci de ton écoute si attentive. Prends soin de toi, et n'oublie jamais d'ouvrir les fenêtres de ta vie pour laisser entrer la lumière. À très bientôt. Abonne-toi maintenant, merci.